La question du bonheur est une question très difficile pour les philosophes. Et essentiellement d'ailleurs depuis la philosophie de Kant qui avait déclaré que le bonheur était un idéal de l'imagination, donc en réalité quelque chose dont il était absolument impossible de cerner le contenu. Mais comme souvent, le monde va un peu plus vite que la philosophie et parfois le bon sens prend le contre-pied de la philosophie. On se souvient par exemple, et c'est peut-être la même chose du côté du bonheur, on se souvient de ce fameux paradoxe de Zénon qui rendait le mouvement impossible, la flèche n'arrivant jamais à atteindre sa cible, ou Achille n'arrivant jamais à rattraper la tortue, puisque pour rattraper la tortue, il doit d'abord parcourir la moitié de la distance qui l'en sépare, et la moitié de cette moitié, et la moitié de cette moitié de cette moitié, etc., jusqu'à l'infini, si bien que Achille finalement ne se met jamais en mouvement et reste sur place. Et très fier de sa déduction philosophique, eh bien, ce brave Zénon vient voir Diogène dans son tonneau, et écoutant cette démonstration, Diogène tout d'un coup se leva et se mit à marcher. Voilà, prouvant par là que le mouvement, déclaré impossible par Zénon, était évidemment rendu possible par ses jambes. Voilà. Eh bien, il me semble que la question du bonheur a été résolue par le monde à peu près de la même façon. Kant déclare que le bonheur est impossible parce qu'il est un idéal de l'imagination dont nous n'arrivons jamais à cerner complètement le concept. Eh bien, le monde, lui, s'est levé et mis à marcher vers le bonheur, et il a réussi finalement à le circonscrire et à le remplir d'une intuition, et cette intuition n'est rien d'autre que le plaisir. Nous allons donc interroger cette conception du bonheur qui n'est rien d'autre que l'hédonisme, et l'hédonisme d'aujourd'hui, c'est évidemment ce qui motive tout le monde vers le bonheur et ce qui donne à chacun une direction pour pouvoir être heureux. Approcher le bonheur par le plaisir et finalement réussir à dire que nous sommes heureux pour autant que nous éprouvons le plus de plaisir possible, évidemment ça pose un certain nombre de questions. D'abord, la première c'est, on dit souvent que le bonheur c'est quelque chose, un état de contentement et de satisfaction qui ne s'arrête pas. Et c'est vrai que le plaisir pourrait sembler un très mauvais candidat, puisqu'en réalité, le plaisir, c'est quelque chose qui s'empare de nous, que nous éprouvons de façon brève et momentanée, et en réalité, c'est simplement en multipliant les plaisirs que nous arrivons à un état de contentement dont le manque de plaisir finit par disparaître. Sauf que cela n'est pas tout à fait juste, parce que, bien sûr, le plaisir éprouvé ne peut pas être d'une façon, et éprouvé de façon constante et permanente, mais en réalité, la mémoire vient à notre secours ici, et elle est capable de rappeler les plaisirs passés, les plaisirs éprouvés, et nous permettre de finalement les rééprouver une nouvelle fois. Alors sans doute pas avec la même intensité, mais néanmoins nous les rééprouvons en nous les remémorant. En d'autres termes, le plaisir peut ne pas nous quitter, le plaisir peut s'éprouver de façon constante, soit réellement dans l'instant, soit en s'en rappelant par la mémoire et en le faisant revenir de façon constante. Alors évidemment, c'est pas tout à fait là que se joue le problème. Le problème du plaisir se joue plutôt du côté de son caractère absolument individuel. D'une certaine façon, le plaisir, c'est ce qui ne se partage pas. C'est ce qui s'éprouve en soi-même et qui ne se partage pas, ce qui veut dire que nous ne sommes jamais au courant de l'intensité du plaisir que les autres éprouvent, et les autres ne sont jamais au courant de l'intensité de celui que nous éprouvons. Jusque dans la sexualité d'ailleurs, nous n'éprouverons jamais le plaisir de notre partenaire, et notre partenaire n'éprouvera jamais le nôtre. En d'autres termes, le plaisir est fondamentalement ce qui nous sépare des autres et nous pose dans une individualité absolument incommunicable. Donc nous éprouvons à travers cette conception du bonheur le désir, cette fois, de nous individualiser le plus possible, et sans doute que l'individualisme du monde dans lequel nous vivons marche de pair avec son hédonisme, qui comprend le bonheur comme un hédonisme, comprend en réalité l'existence comme un individualisme. Qui comprend le bonheur comme un hédonisme, comprend nécessairement l'existence comme un individualisme.
Or, il y a peut-être quelques paradoxes dans cette compréhension. Non pas le paradoxe que Schopenhauer dévoilera sur la logique du désir, parce que si le plaisir est la satisfaction d'un désir et le désir la conscience d'un manque, eh bien il va de soi que plus nous orientons notre existence vers la satisfaction, c'est-à-dire vers le plaisir et la recherche du plaisir, plus nous l'orientons secrètement sans nous en rendre compte, vers la conscience d'un manque, un manque qui finalement réussira à nous ronger et peut-être à nous engloutir, et à faire en sorte que notre existence sombre comme dans un trou noir, n'est-ce pas, dans le ciel qui engloutit les étoiles. Eh bien, c'est pas tout à fait celui-là. Il est en fait un peu plus simple que cela. Le paradoxe de l'individualisme, c'est qu'en réalité, ne donnant à mon existence que l'orientation du plaisir, eh bien, je voudrais aussi que les autres contribuent à mon plaisir. Je ne voudrais pas être le seul, évidemment, à me faire plaisir, je voudrais aussi que les autres me fassent plaisir, parce que c'est une façon évidemment monumentale et très agréable d'augmenter la source de mon plaisir. Or, le problème, c'est que si je ne fais plaisir qu'à moi-même, j'encourage les autres à en faire autant. Et donc j'encourage les autres à ne se préoccuper également que d'eux-mêmes, que de leur propre plaisir, c'est-à-dire qu'à mesure que je m'enferme dans mon individualisme, j'enferme les autres et je pousse les autres à s'enfermer dans le leur, si bien que chacun finit en réalité par ne plus se préoccuper que de lui-même. Or, lorsque chacun ne se préoccupe que de lui-même, eh bien chacun perd la source ou l'une des sources les plus importantes de son propre plaisir. C'est pourquoi il y a quelque chose de contradictoire, voire même de mortifère dans l'individualisme. En réalité, si nous voulons que les autres s'occupent de nous et se préoccupent de notre plaisir, eh bien, il faut que nous nous préoccupions du leur. En d'autres termes, il faut briser l'individualisme. Si je veux que les autres soient en souci de mon plaisir et de ma satisfaction, il faut d'abord que je me pose en souci, que je me présente comme soucieux de leur satisfaction et que je me pose dans la vie comme une source absolue et constante pour eux de plaisir. En d'autres termes, il faut que je me préoccupe d'eux plus que de moi. Et c'est sans doute ça, la voie du bonheur qui a été suivie pendant plusieurs millénaires par l'humanité, qui avait compris ce paradoxe de l'individualisme, qui avait compris cette espèce d'appauvrissement, cette réduction de notre bonheur comme une peau de chagrin, comme aurait pu le dire Balzac, cette réduction à une peau de chagrin qui fait que, parce que ne me préoccupant que de moi, je pousse les autres à ne se préoccuper que d'eux-mêmes. Et qu'en réalité, je serais bien inspiré pour la recherche de mon bonheur, de me préoccuper d'abord du bonheur des autres pour les encourager et les inciter à se préoccuper du mien. Et là, évidemment, se dessine quelque chose de l'ordre d'une communauté humaine. Voilà, se préoccuper d'abord des autres pour les encourager et les inciter aussi à se préoccuper de moi. Voilà peut-être une autre voie du bonheur qui n'est plus tout à fait celle de l'hédonisme, mais celle d'un bonheur pris et partagé en commun, qui n'est plus donc tout à fait celle d'un bonheur qui ne se partage pas, mais d'un bonheur qui se partage.